Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro du podcast Vision, le podcast qui décortique le profil de personnalités inspirantes. Alors pour ce premier numéro, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le général Thierry Ducret. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Bon, alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler bien sûr de toi, mais on va parler d'OPEX, on va parler de troupes coloniales, on va parler de commandement, on va parler de management. Mais l'idée, c'était d'abord de savoir qui es-tu Thierry ? Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je viens de terminer le commandement des forces spéciales de l'armée de terre, après 40 années de carrière dans l'armée. Je suis donc un tout jeune retraité depuis maintenant 3 semaines. Félicitations. C'est tout récent. Et donc je vais pouvoir me consacrer à d'autres activités qui ont égrené ma vie jusqu'à présent, la plongée, la moto et puis d'autres choses. Voilà, donc je suis issu d'une famille tout ce qu'il y a de plus classique, avec un père moitié lorrain, moitié corse et une mère landaise. Tu as grandi où toi ? Voilà, et j'ai grandi, mon père étant militaire, je suis né au Sénégal, j'ai vécu à Madagascar, j'ai vécu à Pau, à Paris, voilà, donc on a pas mal voyagé quand j'étais gamin. D'accord, bon super. Alors du coup, cette carrière dans l'armée, ça t'est venu comment ? Est-ce que c'est le fait d'avoir vu ton père ou ça t'est venu comme ça ? Non, pas du tout. C'est quand j'étais en terminale en 1978. Il y a eu 2 événements marquants. Le premier, c'est l'opération Akolvézi et le sauvetage des Français et des Belges qui étaient là-bas dans une situation extrêmement compliquée, avec des gens rapatriés en avion, et avec des Belges qui disaient « Vive la France, vive l'armée française ». Et je me suis dit « Tiens, il y a un truc qui m'a échappé, il y a quelque chose que je n'avais pas compris ». Et puis la deuxième chose, c'est 1978 également, le Liban, et donc l'engagement des militaires français sous les casques bleus, les troupes des Nations Unies. Et l'un des amis de mon père s'est fait grièvement blessé, donc je lui ai amené son café tous les jours à l'hôpital, parce qu'il était soigné pas loin de la maison. Et ça m'a donné envie de faire ce métier-là, un métier d'aventure, tourné vers l'action, voilà. D'accord. Alors pour nos auditeurs qui sont plus jeunes comme moi, alors j'avoue que j'ai pas de connaissance de ces événements, mais l'intervention dont tu parles où les Français et les Belges ont été sauvés, c'est quoi ? Ça c'est Kolvézi. Kolvézi, c'était au Zaïre à l'époque, qui est D'accord. maintenant la République démocratique du Congo. Il y a eu une évacuation de ressortissants parce qu'il y avait des troubles, une guerre civile sur place. Et donc on a évacué les ressortissants d'une grande ville qui s'appelle Kolvézi, où il y avait essentiellement des Français et des Belges, pas que, mais essentiellement des Français et des Belges, puisque le Zaïre c'est l'ancien Congo belge. Donc voilà, donc ces gens-là ont été évacués par une opération menée à la fois par des Français et des Belges, donc le 2e régiment étranger de parachutistes et puis les paracommandos belges. D'accord. Et toi, quand tu vois ça, tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 17 ans. Oui. D'accord. Donc 17 ans. Tu allais passer ton bac. J'étais en train de passer mon bac, je voulais faire une école d'agronomie, donc je ne me dirigeais pas du tout vers l'armée. Voilà. Je voulais faire une école d'agronomie et puis je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et alors du coup, comment on fait pour devenir militaire ? Alors comment tu t'y es pris ? Qu'est-ce que tu as fait ? Moi j'ai fait Saint-Cyr, donc j'ai fait 2 années de préparation, maths sup, maths spé.
donc préparation scientifique. Et puis ensuite, j'ai fait Saint-Cyr. 2 ans à Saint-Cyr, 1 an d'école d'application. Donc ça fait 5 ans d'études après le bac. Et puis ensuite, j'ai commencé ma carrière d'officier en commandant des unités qui étaient d'abord une section, donc c'est 30 à 45 personnes, et en terminant avec les forces spéciales, à peu près un peu moins de 3000 personnes. D'accord, rien que ça, 3000. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, donc c'est cette école, Saint-Cyr. Qu'est-ce que c'est Saint-Cyr? On entend très souvent dans le domaine militaire l'école Saint-Cyr, c'est une école prestigieuse, etc. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'il y a des diplômes spécifiques? Pour moi, c'est quelque chose d'assez mystérieux, Saint-Cyr, en fait. Oui, Saint-Cyr, il y a plusieurs voies pour le recrutement. Il y a la voie scientifique, la voie littéraire, sciences économiques, et puis après, il y a d'autres voies d'accès un peu moins classiques. Donc pour les gens qui font la voie scientifique, c'était mon cas, c'est une école d'ingénieur, donc on passe un diplôme d'ingénieur. Donc en 5 ans après le bac Voilà, 5 ans, maintenant c'est 6 même, puisque à l'époque, moi Saint-Cyr c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans. Donc voilà, donc ça fait 5 ans de formation après le bac pour moi, 6 ans aujourd'hui, avec la sanction d'un diplôme d'ingénieur à la fin pour le concours scientifique. Et puis il y a les concours littéraires, langue, relations internationales, etc. avec des diplômes universitaires qui sont au niveau du master. Voilà. Donc ça c'est la partie formation académique. Oui. Il y a une partie formation sportive évidemment, parce que pour être officier ou pour être militaire tout court, il vaut mieux avoir un esprit sain dans un corps sain. Et donc on entretient les gens physiquement, et puis il y a quand même un certain nombre de métiers pour lesquels il faut être en forme physique. Et puis le troisième aspect, c'est la formation militaire. Donc là, on apprend à commander. On apprend des techniques d'abord sur l'armement, sur les transmissions, sur un certain nombre de choses comme ça. Et puis surtout, on apprend à commander au combat, à commander des unités, etc. Voilà. Donc les 3 aspects essentiels de la formation: formation académique, formation physique et formation militaire. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui va varier? Qu'est-ce qui est différent, par exemple, de faire Saint-Cyr, par exemple, par rapport à intégrer l'armée, je dirais, après son service militaire? C'est quoi la différence? Donc c'est pour accéder à un poste d'officier plus rapidement ou... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Saint-Cyr, c'est l'école d'officier. Quand on veut être officier le plus rapidement possible, c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou l'école polytechnique éventuellement, mais l'école polytechnique c'est quand même très minoritaire. Il y en a entre 0 et 5 par an qui rentrent dans l'armée, donc c'est quand même pas énorme, alors que Saint-Cyr, on est sur entre 150 et 200, globalement un peu moins de 200 élèves officiers tous les ans. D'accord. Voilà, donc ça c'est l'école directe pour accéder au corps des officiers de l'armée de terre. Après, il y a d'autres écoles qu'on peut faire également pour devenir officier, mais en passant par militaire du rang ou sous-officier. C'est notamment l'école militaire interarmes. Mais voilà, pour quelqu'un qui fait des études et qui veut rentrer dans l'armée comme officier, c'est Saint-Cyr. D'accord, très bien. Et tu en gardes des bons souvenirs de ce... Oui, excellent. Oui, oui, excellent. Est-ce qu'il y a un esprit un peu je dirais, de camaraderie, comme on entend souvent dans l'armée, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ah si, beaucoup. Moi, j'ai fait Saint-Cyr en 1980, donc il y a 40 ans, 80-82. Et la promotion de l'époque, on continue à se voir. Je suis d'ailleurs trésorier de la promotion. Moi. D'accord. J'ai pris cette responsabilité-là il y a 6 mois maintenant. Et donc on continue à se voir une fois par an, il y a une réunion où on se retrouve, où on échange, etc. Donc oui, l'esprit de camaraderie est fort. Et puis c'est quand même la base un des éléments essentiels du métier militaire. La camaraderie, l'esprit de corps, voilà. Donc oui, c'est très important. Et alors quand tu étais jeune devant ta télévision et que tu as vu ces opérations, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit je veux aller aider mon pays, ou tu t'es dit je veux aller faire la guerre aux méchants? Non, c'était pas faire la guerre, c'était avoir une vie d'aventure. Parce qu'effectivement, en échangeant avec donc le camarade de mon père qui avait été blessé, il m'a raconté un petit peu sa vie, ce qu'il avait fait, etc. Et puis moi, j'ai bien vu aussi ce que faisait mon père. Et donc, c'est vraiment la vie d'aventure. C'est ça qui m'a tiré. Et j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, quand j'ai quitté donc, le service actif, il y avait une cérémonie pour mon départ. Et je disais que ce qui était amusant, c'est que ce qui m'avait fait rentrer dans l'armée, c'était l'envie de vivre des aventures. Et ce que je retenais de mes 40 années, c'était pas du tout les aventures, même s'il y avait de très très belles aventures, c'était les rencontres que j'y avais faites.
Et tous les gens que j'ai croisés, voilà, et ça c'est vraiment oui, ce que j'en retire. Ce que je retire de ces 40 années-là, c'est ça. C'est les gens que j'ai croisés, soit parce qu'ils étaient sous ma responsabilité, soit parce que c'était des camarades, mais la richesse de ce métier-là, ce sont les rapports humains. Et alors justement, donc tu parlais de ton père qui lui aussi était militaire, que vous avez beaucoup bougé. Qu'est-ce qu'il faisait lui, ton père, dans l'armée? Et comme moi, la même chose, il était officier, officier parachutiste, donc il a à peu près la même chose que moi. Pas avec les mêmes postes, mais oui, c'était à peu près la même chose. D'accord, mais avant de voir ces images à la télé qui t'ont donné envie de... Et puis cette discussion avec l'ami de ton père qui t'a donné envie de vivre une vie d'aventure, avant ça, pas du tout, c'était pas quelque chose qui t'attirait parce que... Non, non, parce que moi j'étais plus attiré par l'agriculture que. Oui, l'armée ne m'intéressait pas, ça ne m'attirait pas. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Ok. Et ça fait quoi alors de vivre, quand on est enfant, de vivre avec une famille qui doit déménager toutes les X années? Vous avez eu beaucoup de déménagements Oui, alors moi j'en ai eu plus que mon père, Ouais. mais non, c'est bien sûr des rencontres intéressantes, des pays qu'on découvre, et donc ça c'est intéressant pour l'ouverture d'esprit, donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on n'a pas d'amis d'enfance. Et en fait, moi, je me suis jamais posé quand j'étais enfant. On déménageait tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et du coup, bah oui, quand on a 16 ans et qu'on se retourne derrière soi, on s'aperçoit que bah, finalement, les amis, on les compte sur les doigts d'une main parce qu'on a trop déménagé, quoi. Ouais, ok. Alors, du coup, donc, là, tu es à Saint-Cyr, tu as intégré l'école. Et alors, vers quoi tu avais envie de te diriger? Enfin, tu avais intégré Saint-Cyr, mais est-ce que c'est toi qui décides où tu vas ou est-ce il y a des concours pour intégrer telle ou telle unité? Comment ça se passe en Il fait? y a un classement, en fait. Il y a un classement à la fin de Saint-Cyr, en fonction des résultats qu'on a dans les 3 matières que je citais tout à l'heure. Puis en fonction du classement, on choisit ce qu'on veut faire. Moi, je voulais prendre les troupes de marine, D'accord. les ex-troupes coloniales, c'est-à-dire les gens qui régulièrement partent en famille pour 2 ans, outre-mer, en Afrique ou ailleurs. C'est ça que je voulais faire, et si possible dans les parachutistes. Voilà. Et mon classement m'a permis de choisir effectivement ce que je voulais. Donc c'est ce que j'ai pu faire. D'accord. Et donc quand tu intègres donc anciennement les troupes coloniales, donc, c'est quoi en fait? Ça dépend de l'armée de terre, ça? C'est dans l'armée de terre, oui. C'est dans Oui, l'armée de tout à terre. fait. Alors, ça s'appelle les troupes de marine parce qu'autrefois, jusqu'en 1900, ça appartenait à la marine. C'est les unités qui étaient chargées d'assurer la sécurité des comptoirs dans les anciennes colonies. Donc, les comptoirs sont les places de commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'était des unités qui appartenaient à la marine et en 1900 ça a changé. Les troupes coloniales ont basculé dans l'armée de terre et donc elles se sont appelées les troupes coloniales et non plus les troupes de marine d'ailleurs. Et ça a duré jusqu'à la fin de la colonisation de la France sur un certain nombre de régions en Afrique. Période dans les années 60, période à laquelle on a de nouveau basculé de l'appellation de troupes coloniales à troupes de marine. On est revenu à l'ancien nom, puisque n'ayant plus de colonies, on ne pouvait pas appeler ça les troupes coloniales. Effectivement. D'accord. Alors, comment ça se passe? Donc, tu quittes l'école, tu intègres l'armée de terre, et qu'est-ce qui se passe après? Donc, s'ensuit, c'est quoi? C'est une formation ou on t'envoie en OPEX tout de suite? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de l'école, donc des 5 années d'études, on est formé. Et donc, moi, je suis arrivé dans un régiment à Angoulême où j'ai été nommé chef de section, c'est-à-dire que j'avais sous mes ordres une unité constituée de 40 personnes, 40 personnes qui étaient des appelés d'ailleurs à l'époque, puisque les appelés existaient encore. Donc, c'est quand le service militaire était encore obligatoire? Voilà, absolument. Et donc j'avais une quarantaine de soldats et de sous-officiers sous mes ordres, avec une quinzaine de véhicules, 15 exactement. Et donc on s'entraînait, on se préparait pour des opérations, pour faire la guerre, puisqu'à l'époque c'était quand même la guerre c'était la guerre froide, hein, donc on était dans une situation qui était un peu compliquée. Voilà. Et puis je suis parti avec ma section au Liban 2 ans après. Donc ça c'est 83, 86. Voilà. Donc au départ, quand on sort de l'école, en fait, on nous confie une section. Moi j'étais dans l'infanterie de marine, donc on m'a confié une section d'infanterie de marine.
Voilà, donc une quarantaine de personnes. D'accord. Là, tu avais quel âge J'avais 22 ans. D'accord, ok. Alors, se retrouver à la tête d'une section de 40 personnes quand on a 22 ans, Voilà. comment ça se passe quand on est tout jeune comme ça? Bien, on apprend. On apprend son métier, on apprend avec ses subordonnés, avec les sous-officiers qui sont en fait les cadres de maîtrise, donc les cadres intermédiaires, qui sont évidemment plus expérimentés. Ils étaient tous plus âgés que moi, ceux-là. Donc j'avais 5 sous-officiers. Donc qui nous apprennent. Et puis notre chef aussi, qui lui a plusieurs sections sous ses ordres, 4 à 5, qui lui aussi nous guide, et en tout cas c'est ce qu'il doit faire en principe. Nous guide, nous forme, et puis évite qu'on fasse des bêtises et nous apprend notre métier, parce que quand on sort d'école, évidemment, on ne connaît pas parfaitement son métier. On fait des erreurs, on apprend, voilà. D'accord. Alors, du coup, 2 ans après, donc, vous étiez basé où À Angoulême. Angoulême, d'accord. Et 2 ans après, donc, vous partez au Liban. C'est quoi cette première opération au Liban? C'était une opération d'interposition entre... donc les Israéliens étaient rentrés au sud Liban. Et donc c'est une interposition entre les Israéliens et les Libanais sur place, de façon à éviter des troubles. Donc c'était une mission des Nations Unies, sous casque bleu. Voilà. Et donc on est parti 6 mois et demi. D'accord. Et cette première opération, est-ce que ça a été quelque chose qui s'est passé sans accroc, ou est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Comment ça s'est passé? C'est toujours un peu compliqué une opération, parce qu'il faut prendre les bonnes décisions. Il y a des moments où on est placé dans des situations qui sont extrêmement tendues. Et donc l'objectif dans ces opérations-là, à l'époque, notamment les opérations des Nations Unies, c'est de maintenir la paix. Donc c'est quand même assez différent, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui au Sahel, où l'objectif c'est... Tu disais, pardon, ASL? Au Sahel. Au Sahel, pardon, excuse-moi. Oui, C'est moi qui ai des problèmes d'oreille. En Afrique subsaharienne. Où là l'objectif c'est de détruire les terroristes qui sont sur place, donc, alors que là-bas c'était de l'interposition, maintien de la paix, etc. Donc on a 2 missions très différentes, et donc la difficulté c'était de pouvoir imposer les décisions des Nations Unies sans pour autant générer de la violence. Voilà. Donc on est toujours à chercher la bonne mesure, le bon équilibre entre la pression et voilà. Donc ça c'était très intéressant. Et puis, c'est des activités extrêmement riches et denses pendant 6 mois et demi, en permanence, avec des départs en pleine nuit pour régler des incidents, etc. Donc, une vraie vie d'aventure. Donc là, j'étais servi. Quand tu dis régler des incidents, par exemple, c'était quoi un peu le quotidien de ce que tu voyais là-bas? Parce que pour ceux qui nous écoutent, ou pour les gens comme moi qui n'ont jamais vécu l'armée, ça veut dire quoi, par exemple? Est-ce que tu as des souvenirs de ton quotidien, je dirais, là-bas, des incidents? À quoi ça peut s'apparenter? Oui, ça peut s'apparenter. Alors, il y avait plusieurs milices sur place au sud Liban. Il y a eu effectivement des montées en tension, parce que comme on était là pour faire respecter l'ordre et les règles internationales, je me souviens d'un cas où effectivement une des sections du régiment, donc une des sections des casques bleus, était menacée par une milice qu'on appelle la milice Amal, avec des hommes en armes. Et donc il y avait une section de chez nous, donc une vingtaine de personnes qui étaient face à une vingtaine de miliciens, et tout ça risquait de dégénérer avec des tirs, voilà. Et donc moi, je me souviens qu'avec ma section, on est parti pour s'interposer, et en fait on a renforcé le dispositif de façon à éviter de tirer sur les milices. On a ramené des renforts de façon à montrer qu'effectivement on était en position de force, et qu'il fallait éviter de tirer. Donc c'est comme ça qu'on arrivait la plupart du temps à régler les incidents. Par la dissuasion Absolument. du groupe, d'accord. Et est-ce que c'est vrai que en tant que casque bleu, on n'a pas le droit, en tant que soldat casque bleu, on n'a pas le droit de tirer sur un ennemi? Non, c'est pas vrai. D'abord, il y a des règles. D'abord, il y a plusieurs conditions dans lesquelles les opérations sous mandat des Nations Unies peuvent être menées. Plusieurs articles, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais il y a des missions dans lesquelles effectivement on est limité à la légitime défense. Il y en a d'autres où c'est un peu plus ouvert et un peu plus agressif.
si je peux employer ce terme-là. Mais là, en l'occurrence, au Liban, en principe, c'était la légitime défense. Ouais. D'accord. Donc si quelqu'un vous tire dessus, vous avez le droit de riposter. Oui. D'accord, ok, très bien. Donc ça, pendant 6 mois, Liban. Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es appelé comment ça se passe? Tu rentres de mission, donc tu retournes à Angoulême? Oui, oui, oui. Mais j'étais parti en fait au Liban avec les gens qui étaient sous mes ordres à Angoulême, donc on rentre tous à Angoulême. Voilà. Et puis là, je suis parti chez les parachutistes, puisqu'à Angoulême, c'était pas un régiment de parachutistes. Donc je suis parti chez les parachutistes à La Réunion. Pourquoi tu es parti chez les parachutistes? Parce que c'est ce que je voulais faire dès le départ. C'est ce qui m'intéressait, parce que le style extrêmement souple, réactif, me plaisait beaucoup. Ce sont des gens qui sont très sportifs, puisqu'il y a un minimum, il y a un standard physique qui fait que tous les gens sont sportifs. Il n'y a pas d'inaptitude pour quelque sport que ce soit ou quelque activité physique que ce soit. Voilà, c'était beaucoup plus dynamique comme unité, plus souple d'emploi, plus souple intellectuellement. Ceux qui ne sont pas parachutistes et qui m'entendent ne vont pas forcément apprécier ce que je dis, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est plus réactif, plus souple et plus proche des gens. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ça et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire. Et donc j'ai rejoint cette unité-là à La Réunion. D'accord. Et donc à La Réunion, pareil, tu es officier, tu as... Pareil, donc j'ai commandé 45 globalement. Oui, c'est ça, donc 45 personnes. Où là on se préparait à d'autres choses. Je suis parti sur les îles Éparses, par exemple, dans le canal de Mozambique. La France a 3 îles, 3 petites îles qui font entre 1,5 km et 6 km de côté, toutes petites, qui sont en plein milieu du canal de Mozambique et qui sont revendiquées par, ou en tout cas à l'époque, mais encore un peu maintenant, Madagascar ou Maurice ou les Seychelles, voilà, un certain nombre de pays qui revendiquent ces petits îlots qui appartiennent à la France et qui n'ont l'air de rien sur une carte, mais qui en fait représentent la moitié du canal de Mozambique en termes d'eau nationale, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc il y a des détachements qui sont mis sur place. Et donc moi ça m'est arrivé 3 fois de partir pendant 1 mois sur place avec un tout petit détachement de 14 personnes complètement isolé à 8 heures d'avion de La Réunion, et où on reste pendant 1 mois pour marquer la présence française et être en mesure, si nécessaire, de défendre l'île, de déclencher l'alerte, etc. Donc ça, c'est des expériences humaines et de commandement extrêmement intéressantes, puisqu'on se retrouve donc complètement isolé, tout seul, avec 14 personnes. D'accord, donc une sorte de Koh-Lanta version militaire. Oui, c'est ça, voilà. Vous avez quelque chose à manger quand même, ça va? Oui, on a tout ce qu'il faut pour ça. Okay. Et du coup, donc c'est, oui, j'imagine, c'est niveau de l'hygiène, etc. Ça doit être. Non, parce qu'il y a de l'eau, non, ça c'est pas un souci. Non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a de la nourriture, on est approvisionné tous les 3 mois par un bateau, donc non, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est intéressant parce que on se retrouve seul pendant 1 mois complet avec un tout petit détachement. 14 c'est petit quand même, hein, loin de tout. Alors, qu'est-ce qu'on Loin de tout. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça. Sur place, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante en termes de management, comment on fait pour maintenir ces gens-là pendant 1 mois, pour continuer l'entraînement. Voilà. Et puis, il n'y a personne au-dessus. Donc, on est vraiment totalement isolé sur une île déserte pendant 1 mois. Donc, voilà. En termes de management d'une équipe, c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant justement? C'est quoi? Il faut pouvoir occuper ses troupes, ou c'est le côté apprendre à connaître son équipe? On apprend à les connaître naturellement, à moins de s'isoler complètement dans sa tour d'ivoire, mais bon, il y en a qui le font, mais c'est quand même particulier. Non, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Non, ce qui est intéressant dans ce genre de situation-là, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre
la proximité, la distance, la proximité avec les gens, parce que 14, et puis on a tous le même âge. On avait tous 25 ans. Donc on a tous le même âge, on est tous, bon, on a le même âge, on a les mêmes appétences, on est tous sportifs, bon voilà. Ça peut vite devenir des amis en fait. Oui, c'est ça. Mais pour autant, on est chef, on a la responsabilité de la sécurité de cette île-là, on a la responsabilité de la sécurité du détachement, on a la responsabilité du maintien en condition opérationnelle du détachement. Voilà. Et donc, il faut arriver, alors qu'on est en permanence à 14 les uns sur les autres, à maintenir une certaine distance sans pour autant être distant. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. D'accord. Alors, après ces missions-là, donc tu es resté combien de temps dans les troupes parachutistes? 2 ans à La Réunion. Ensuite, je suis revenu à Mont-de-Marsan pendant un peu plus de 4 ans, où là, j'ai commandé une compagnie de parachutistes. Donc, un peu la même chose, hein, un peu le même métier. Sauf que j'avais 150 personnes sous mes ordres. Voilà, on passe de 45 à 150, ouais. 150, 200. Mais le métier est à peu près le même, hein. On forme, on entraîne, on dirige, on part en opération. Moi, je suis parti en Centrafrique, je suis parti au Gabon, voilà, donc on a fait un certain nombre de choses. Même si tu prends entre guillemets en responsabilité, tu as une équipe plus grande, tu restes pas planqué en France. Ah non, pas du tout. Tu pars avec tes unités. Oui, tout à fait. Et vous étiez parti où là en l'occurrence? Alors moi je suis parti en Centrafrique, mais j'étais pas parti avec la compagnie, j'étais parti seul. Et puis je suis reparti pendant 4 mois, et puis je suis parti avec toute ma compagnie, donc avec les 150 personnes, on est parti au Gabon pendant 4 mois aussi. Donc voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses intéressantes. Et puis Gabon, c'était pour quel Il y a un détachement permanent au Gabon qui est là pour assurer, dans le cadre d'accords de défense entre la République du Gabon et la République française, pouvoir intervenir au profit du Gabon dans le cadre de ces accords de défense ou dans la région. Voilà. Donc nous on était sur place, il y avait eu une évacuation de ressortissants quelques mois avant, il y a eu une opération de Togo quelques mois après à partir de... Voilà, donc c'est une plateforme de départ pour des opérations soit au Gabon, soit dans la sous-région, si jamais il y avait besoin. C'est ce qui a permis au moment, au déclenchement de l'opération Serval, quand les colonnes de terroristes sont descendues sur Bamako, ce qui avait permis justement de bloquer, d'arrêter la colonne de djihadistes qui descendait, c'était justement les forces prépositionnées, donc les gens qui étaient déjà dans la zone. Donc c'est à ça que ça sert en fait. Donc d'où l'importance d'avoir des troupes un peu partout, voilà. Notamment dans les régions tendues, je dirais. C'est ça. D'accord. Voilà. La mission, c'est ça. Okay. Voilà. Donc ça, c'était Mont-de-Marsan. Et puis ensuite, je suis parti au Tchad pendant 2 ans, où là, j'ai fait de l'assistance technique, c'est-à-dire que j'étais conseiller du chef du premier bureau de l'armée tchadienne. Donc j'étais en uniforme tchadien. D'accord. Voilà. J'étais en uniforme tchadien. J'étais capitaine de l'armée tchadienne. Et donc j'étais là pour conseiller le DRH en fait de l'armée tchadienne. D'accord. Et alors, pourquoi Pourquoi toi en fait D'abord parce que on avait une très grosse coopération avec le Tchad. Idriss Déby était au pouvoir depuis 1 an quand je suis arrivé. Et donc l'objectif était de restructurer l'armée tchadienne, qui était en fait constituée de l'armée régulière elle-même, et puis tout un tas de milices qui avaient soit lutté contre, soit soutenu Idriss Déby, où il s'énabrait. Voilà, donc il y avait tout un panel, un kaléidoscope d'unités militaires ou paramilitaires, et donc il fallait restructurer tout ça, réintégrer les milices dans l'armée régulière, les former, les structurer, leur donner les équipements, les entraîner, etc. Et puis faire partir une bonne partie des miliciens et des militaires, parce que les gens sous les armes étaient beaucoup trop nombreux pour le Tchad. Donc on a réussi à faire partir en 2 ans un tiers des gens qui étaient sous les armes, ce qui est une grosse opération, avec l'ambassade. Hein. Et c'était combien de personnes l'armée tchadienne quand tu arrives, quand c'était un peu ce gros micmac? Ils étaient 100, un peu plus de 100 000 de mémoire, donc oui c'est ça.
en comptant les milices, etc. Donc c'était pour un pays comme ça, c'est énorme. Et puis c'est surtout impossible à financer. Ouais. Impossible à financer. Il n'y a pas de ressources. Alors aujourd'hui, il y a du pétrole au Tchad, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. Et puis il fallait restructurer tout ça parce qu'il y avait des milices qui s'étaient fait la guerre avant et donc il fallait les réintégrer dans l'armée régulière. Enfin, voilà, il y avait un travail extrêmement intéressant à faire. Donc moi j'étais au premier bureau au conseil du DRH de l'armée tchadienne et puis il y avait des gens qui étaient au sein des bataillons tchadiens pour entraîner les gens, leur donner les règles militaires de base, quelques notions de droit international, de droit humanitaire et de droit de la guerre, ce qui n'était pas forcément très répandu à l'époque dans ces milices-là. Voilà. Ça doit être un premier gros choc culturel, je dirais, peut-être de se retrouver voilà, face à une armée comme ça dans un pays qui n'a rien à voir. Oui, alors maintenant, moi j'étais né en Afrique, j'avais vécu en Afrique, j'étais à Madagascar quand j'étais enfant, je suis né au Sénégal. Donc l'Afrique, ça m'a tout. Et puis, comme je l'ai dit, je suis parti en Centrafrique, au Gabon. Enfin voilà. Donc l'Afrique, c'est un continent que je connais un peu. En revanche, ce qui était nouveau, effectivement, c'était le contact permanent avec. Les milices ou... Pas tellement les milices, mais les différentes ethnies au Tchad qui sont extrêmement diverses les unes des autres. Entre le nord, Toubou, le sud et le centre. Enfin voilà, le Tchad est un territoire, est un pays dans lequel il y a des populations qui sont quand même assez différentes. Et c'est très intéressant de voir comment ils raisonnent, comment ils vivent, comment ils fonctionnent ensemble, voilà. Et comment tu as fait pour je dirais, atteindre cet objectif d'essayer voilà, de structurer l'armée et d'en faire partir une partie? Moi, je n'ai eu qu'un petit rôle là-dedans, j'étais capitaine, mais voilà, donc l'objectif, ce que moi j'ai fait, c'était mettre en place d'abord les cartes militaires, l'identification des gens, la gestion. On a mis en place un service informatique avec tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de RH dans toutes les entreprises. Donc le suivi des personnels avec un système informatique qui n'existait pas. Voilà, donc on a fait tout ça. Et puis reprendre les réglementations, reprendre un certain nombre de choses comme ça. En les adaptant au Tchad évidemment et pas en calquant ce qu'il y avait déjà en France parce que c'est évidemment pas totalement adapté. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc cette mission, ça dure, tu m'as dit, deux ans. 2 ans. En famille. Voilà. Donc avec ma famille. Donc on habite tous au Tchad. D'accord. Et comment ça se passe alors quand on est militaire, qu'on passe en opération comme ça avec la famille? Est-ce que ta famille te suit tout le temps ou est-ce qu'il y a des fois... Alors il y a deux... Oui, alors ça, le Tchad, c'était pas une opération. En fait, c'est de la coopération. Donc, c'est mis en place par, à l'époque, le ministère de la Coopération, le ministère délégué à la coopération. En fait, aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a cette mission-là. Donc ça, c'est pas une opération. C'est en fait une aide apportée à un certain nombre de pays, une aide structurelle. Donc il s'agissait là de structurer l'armée tchadienne. Il y a un certain nombre de pays comme ça avec lesquels on a des accords et avec lesquels le ministère des Affaires étrangères lance un certain nombre de projets et de missions. Donc ça, c'était vraiment une opération, et c'était vraiment une mission de coopération. Donc là, on part en principe, on part en famille. Donc là, pendant 2 ans, j'ai habité à N'Djamena, j'ai eu une maison, mes enfants allaient à l'école à N'Djamena, voilà. Donc on a vécu pendant 2 ans dans ce pays-là et on en garde tous d'excellents souvenirs. Et puis les opérations, alors là c'est différent, là on part sans famille. Et on part pour 4 mois, 6 mois, 1 an maximum, et là on part seul. Et là c'est ce que j'ai fait au Liban, en Centrafrique ou au Gabon, où là, voilà. Donc il y a vraiment les 2 missions qui sont différentes. 1, les opérations où on part seul, et 2, des missions ce qu'on appelle des missions de longue durée, c'est-à-dire qui durent en principe 2 ans ou 3 ans, dans un pays ou dans un département ou territoire d'outre-mer. Dans lequel on est susceptible de partir pour... Voilà. D'accord, mais là donc tout est organisé pour faire venir la famille. Et là on part en famille. D'accord. Oui, du coup, oui, donc il faut avoir un compagnon ou une compagne dévouée qui a envie de partir, parce que ta femme, quand tu lui as dit potentiellement on va partir 2 ans, comment ça se passe? Elle était ravie.
Elle était ravie, ouais. Ah oui, oui, elle était ravie. Elle était ravie. D'abord, elle avait été un peu en Afrique également. Et puis, quand on s'est marié, comme moi, j'avais pris les troupes de marine, le principe des troupes de marine, c'est que justement, on part comme ça en famille pour des missions de 2 ans. Et donc, elle était tout à fait prête. Elle était au courant avant de signer. Oui, 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 c'est ça, exactement. Les tout courts avant de signer. Non, la vraie contrainte, c'est pas tellement de partir dans des pays comme ça, c'est quand les épouses travaillent, et c'est aujourd'hui la norme, hein, la plupart des épouses travaillent, les épouses de militaires, c'est de pouvoir mener une carrière. La difficulté pour les épouses de militaires aujourd'hui, ou les époux de militaires, puisqu'on a des filles également, c'est de pouvoir mener une carrière en parallèle d'une vie de militaire alors qu'il y a des déplacements pendant 2 ans. Bon, et c'est là où c'est plus compliqué. Mais même quand on reste en France, nous on est muté tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Notre compagnon ou notre compagne, elle, une mutation tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'est souvent incompatible d'une carrière dans une entreprise privée notamment. Effectivement. Alors du coup, tu as fait pas mal de choses. Après cette mission au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Après la mission Tchad, donc je suis commandant, et là, il est temps de penser à refaire des études, puisque dans l'armée, on a des périodes comme ça où on fait des études, et donc je commence à préparer le concours de l'école de guerre. D'accord, donc c'est un peu comme si quelqu'un qui faisait du commerce allait faire un MBA pour se former. D'accord. Voilà. Donc l'école de guerre, qu'est-ce que c'est? Là, c'est 2 ans de préparation avec un concours. Et puis on prend, il y a 45 places, si mes souvenirs sont bons. Et donc on prend les 45 premiers. Voilà. Et puis les autres ne sont pas pris. D'accord. Voilà. Et c'est indispensable si on veut continuer sa carrière, si on veut si on veut exercer des responsabilités plus importantes, si on veut pouvoir avoir des promotions, etc. Alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école de guerre? J'allais dire à faire la guerre, ce qui semble assez logique. Non. En fait, l'école de guerre, qui à l'époque ne s'appelait pas l'école de guerre, s'appelait le cours supérieur d'état-major et le collège interarmée de défense. Aujourd'hui, ça s'appelle l'école de guerre, c'est plus simple, tout le monde comprend. En fait, il y a dans cette formation-là 2 choses, et depuis des années et des années, tout le monde essaie de trouver le bon équilibre, l'encadrement essaie de trouver le bon équilibre entre les 2 choses. Apprendre des techniques et des procédures qui sont utiles dans l'exercice de notre métier au quotidien. Ça peut être des techniques administratives, ça peut être apprendre effectivement à faire la guerre avec des unités plus importantes, avec 2000, 3000, 10 000, 20 000 hommes, comment on commande ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. De la stratégie, exactement. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et puis le deuxième aspect, c'est le leadership, puisqu'en fait, cette école-là, elle est faite pour sélectionner les grands chefs de l'armée française. Et on ne sélectionne pas et on ne forme pas les grands chefs de l'armée française en leur apprenant des techniques. C'est le leadership qu'on apprend. Et donc, c'est une école qui doit en permanence trouver l'équilibre entre former des officiers d'état-major possédant parfaitement les techniques qu'ils vont utiliser tous les jours pendant les 10 ans, 15 ans qui viennent, et former les leaders dont l'armée aura besoin dans 20 ans. Voilà. Et donc, voilà, faut trouver le juste équilibre entre les deux. Mais je pense que l'ENA est très exactement dans la même logique. Voilà, c'est toutes ces écoles qui doivent former des leaders. En fait, c'est un peu ça. C'est quel équilibre trouver entre la formation leadership et la formation de praticiens, de techniciens de leur métier. Et donc, en fait, on apprend les deux. Ok. Alors ça reste de la théorie, ou est-ce qu'il y a des côtés pratiques aussi dans... Non, c'est très théorique. C'est une formation qui est très théorique. D'accord. Très théorique, oui, oui. Alors moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait la première année, je l'ai faite... Donc, ça dure 2 ans. La première année, je l'ai faite en Espagne, donc à l'école de guerre espagnole, la Escuela de Estado Mayor, à Madrid. Là, je suis parti en famille également. Donc, toute la famille m'a suivi. Donc, du coup, il parlait. C'est l'armée espagnole Oui. D'accord. Donc, voilà, on a des échanges entre les armées. D'accord. Donc, comme Erasmus pour les étudiants. Exactement. C'est la même chose. C'est l'Erasmus militaire. En fait, c'est pas l'Erasmus militaire. L'Erasmus militaire, maintenant, ce sont les échanges entre les écoles de formation d'officiers. Donc, Saint-Cyr fait des échanges avec
avec l'école de formation des officiers en Grande-Bretagne, Sandhurst, avec l'école en Allemagne, etc. Donc ça, c'est plus à Erasmus. Mais la comparaison est bonne. Effectivement, il y a des échanges. Et donc moi, je suis parti en Espagne. Mais j'avais un camarade aux États-Unis, j'en avais un en Grande-Bretagne, il y en avait 4 en Allemagne, il y en avait un en Italie. Voilà. Et moi, j'étais en Espagne. Donc j'ai fait 1 an en Espagne. Et puis ensuite, 1 an à Paris. Voilà, donc ça fait 2 ans. Extrêmement intéressant parce que non seulement on apprend des techniques, on est formé sur le leadership, on réfléchit. Voilà, un leader, c'est essentiellement sur la réflexion et présenter aux étudiants ou aux stagiaires des situations qui les amènent à réfléchir, à prendre des décisions et à imaginer un certain nombre de choses. C'est un peu ça le leadership. Et puis le troisième aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se retrouve pour la première fois pendant 1 an avec des gens qui viennent des autres armées. C'est-à-dire que moi j'étais de l'armée de terre, et on a dans cette année de formation à Paris des gens de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des gendarmes. Et en fait, dans chacune de ces armées-là, les gens raisonnent un peu différemment. Et ils abordent les problèmes de façon différente. Et c'est extrêmement intéressant de voir que pour résoudre le même problème, eh ben, on ne prendra pas forcément le même chemin. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement enrichissantes, je trouve. Voilà. Et puis en plus, ça permet de se rendre compte que même si on est persuadé d'être très intelligent, il y en a d'autres qui sont tout aussi intelligents. C'est pas parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous qu'ils n'ont pas la même intelligence. Donc ça, c'est très formateur. Alors du coup, cette école, donc quand tu as fini ces 2 ans de formation, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu deviens quoi? Tu deviens général déjà ou... Non, je suis passé lieutenant-colonel après. Et en fait, je repars en régiment à ce moment-là pour 2 ans. Tu repars où? Je pars à Noyon, en Picardie. Et là, je prends ce qu'on appelle le bureau opération et instruction du régiment, qui est un des chefs de service du régiment. Donc si on prend Non, je te coupe, pardon. Un régiment. Un régiment, c'est 1200 hommes. D'accord. Voilà. Le régiment, c'était 1200 hommes. Et donc, c'est comme une entreprise privée. Hein. Il y a dans cette entreprise-là un certain nombre de directeurs. Il y en a qui s'occupent du matériel, des équipements, de la maintenance. Il y en a qui s'occupent, etc. Moi, je m'occupais des opérations et de l'instruction. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, on va d'abord professionnaliser le régiment, puisque c'est la fin du service militaire à ce moment-là. Et donc, quand j'arrive au régiment, il y a une centaine d'engagés sur les 700-800 militaires du rang, puisque le reste, ce sont des cadres. Et donc, en 2 ans, on va professionnaliser tout le régiment, puisque quand je partirai, et ben en fait, il y aura plus d'appelés. On aura les derniers appelés. Donc, ça a été une transformation complète du régiment, qui est passé d'un régiment d'appelés à un régiment de professionnels. Avec une formation différente. Ça change en fait, du coup, parce que j'ai du mal à... Alors, les appelés, le service militaire, ça a duré 10 mois. 10 mois, c'est à peu près le temps qu'il faut pour former un soldat, de base. D'accord, c'est le minimum syndical. Voilà, c'est le minimum syndical pour avoir un soldat bien formé. C'est à peu près ça. Alors, on peut partir en opération au bout de 6 mois, mais globalement, 10 mois, c'est à peu près le temps qu'il faut. Autrement dit, les appelés, on les libérait au moment où ils étaient vraiment efficaces. D'accord. Ce qui était un peu dommage. Et puis le deuxième inconvénient des appelés, c'est que forcément pour partir en opération, il fallait un vote du Parlement, etc. Enfin, c'était très compliqué. Raison pour laquelle en 1990, pendant la guerre du Golfe, il n'y a eu aucun appelé qui est parti parce que le président de la République, François Mitterrand, voulait pas, et le gouvernement ne voulait pas risquer un vote négatif du Parlement. Donc il n'y a que les engagés qui sont partis. Du coup, il y avait 10 000 hommes uniquement, alors qu'on avait une armée de 150 000. Quoi. Bon, bref. Donc ça, c'est l'avantage des engagés par rapport aux appelés. Ça prend plus de temps, il faut plus de temps pour les former. Ce sont des gens qui vont partir plus souvent en opération, d'ailleurs c'est le cas. Les gens partent en opération régulièrement. Et puis surtout, ce sont des gens qui vont faire une carrière militaire, c'est-à-dire qu'ils vont rester 15-20 ans. Et donc, on n'est plus sur accueillir l'ensemble des jeunes Français, c'était d'ailleurs pas l'ensemble, c'était une petite partie, parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui ne faisaient pas leur service militaire, mais c'est pas accueillir pendant 10 mois
des jeunes qui vont faire une formation militaire et puis ensuite repartir dans le civil, c'est former des gens qui vont exercer un métier pendant 15 à 20 ans. Et qui ont envie aussi d'être là, j'imagine. Qui ont envie, oui bien sûr, qui ont envie, absolument. Qui ont envie et puis à qui il va falloir donner des armes de façon à faire une carrière militaire pendant 15 ou 20 ans et ensuite repartir dans le civil avec un autre métier. Puisque évidemment les militaires du rang, donc les soldats, les simples soldats, ils font 15 à 20 ans, c'est-à-dire que quand ils quittent l'armée, ils ont 40 ans. À 40 ans, on ne part pas à la retraite. À 40 ans, on fait un autre métier. Si on a bien gagné sa vie, mais je ne suis pas sûr Oui, que tous les militaires soient millionnaires à 40 ans, sinon ça se saurait. C'est pas leur cas. Voilà. Donc ça change beaucoup de choses. Et puis, ce sont des gens qui se marient. Donc la population est complètement différente de celle qu'on avait avec les appelés. On a des gens qui sont plus anciens, plus matures, mariés, avec des enfants, une vie de famille, etc. Et donc le commandement est très différent. D'accord, donc il a fallu réadapter, c'est quoi? C'est les processus, c'est les méthodes de formation? Oui, absolument. Il a fallu réadapter le contenu des formations, la façon de former les gens, la façon de les accueillir, enfin tout. Et puis, le niveau moyen intellectuel et universitaire des appelés était nettement supérieur au niveau moyen des engagés. Pourquoi? Parce que les militaires du rang, les soldats appelés du contingent, c'était des gens qui avaient fait toutes les études. On avait des ingénieurs, on avait des kinés, on avait des médecins. Donc ceux qui voulaient rejoindre l'armée? Non, tous les jeunes. Appelés. Tous les jeunes qui faisaient leur service militaire. Oui. Il y avait des gens qui étaient ouvriers et puis il y en avait d'autres qui étaient ingénieurs. Ils étaient tous soldats. Aujourd'hui, c'est rarement comme ça. Alors, il se trouve que dans les forces spéciales, on a des gens qui ont effectivement des niveaux universitaires assez élevés, mais globalement, dans un régiment classique, les militaires du rang, ils n'ont pas un niveau universitaire. Ils ont un niveau scolaire, mais ils n'ont pas un niveau universitaire. Bon. Avec les appelés, on avait des gens qui avaient un bagage intellectuel beaucoup plus élevé. Les informaticiens, par exemple. On avait à l'époque des informaticiens parmi les appelés qui étaient des simples soldats qui ne coûtaient rien. Aujourd'hui, quand on veut un informaticien, il faut le payer. Et donc tout ça a changé. On a changé les structures des unités dans l'armée parce que, n'ayant plus d'appelés, on n'avait plus du tout le même recrutement. Il y a des métiers qu'on a perdus. On avait des kinésithérapeutes dans tous les régiments. C'est fini ça, c'est terminé. Donc voilà, donc on a changé un certain nombre de choses. Tu me parlais, tu évoquais les forces spéciales. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été dans les forces spéciales ou tu en as pris le commandement? Alors moi j'ai pris le commandement des forces spéciales de l'armée de terre les 2 dernières années de ma carrière. D'accord. Alors juste donc pour mieux comprendre un peu ce terme, force spéciale, c'est qui, c'est quoi, s'organiser comment? Parce qu'il y a l'armée de terre, il y a la marine, il y a l'armée de l'air aussi. J'ai vu qu'il y avait des forces spéciales. Comment un peu s'organiser tout ça? Alors, les forces spéciales, elles ont été créées, les forces spéciales modernes, celles d'aujourd'hui, je ne parle pas de celles de la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été créées après la guerre du Golfe, après la guerre en 1990, donc, où le gouvernement a estimé qu'on avait des choses qui n'avaient pas bien fonctionné. C'était notamment le renseignement militaire et les forces spéciales. Donc il y a 2 entités qui ont été créées, la direction du renseignement militaire et le commandement des opérations spéciales. Et donc les 3 armées, en particulier l'armée de terre, puisqu'on représente 80% des forces spéciales, l'armée de terre, quand même l'axe qui est l'essentiel, l'armée de terre a dédié des unités pour les opérations spéciales. Alors, c'est quoi une opération spéciale et c'est quoi des forces spéciales? En fait, il y a un certain nombre d'opérations qui sont extrêmement délicates et dont l'objectif est de niveau stratégique, que le chef d'état-major des armées souhaite voir mener par des unités spécialisées qu'il est en mesure de piloter de façon très étroite, de façon à pouvoir annuler au dernier moment si jamais il y a un problème, de pouvoir. Donc c'est un contrôle extrêmement renforcé des unités qui font ce genre de mission-là pour atteindre des objectifs de niveau stratégique qui intéressent directement le chef d'état-major des armées. Voilà. Donc voilà, et ce sont des unités qui, en principe, évoluent en petites équipes, de façon discrète, dans la profondeur du territoire ennemi, derrière les lignes ennemies,
pour faire du renseignement, pour atteindre des objectifs, pour encadrer des armées étrangères ou des milices. Voilà. Donc ce sont toutes ces missions-là. Est-ce que ce sont des missions, alors effectivement, je pense qu'ils sont stratégiques, hein, tout à fait, mais est-ce que justement on utilise aussi les forces spéciales pour ne pas attirer l'œil des médias ou autres, ou parfois cacher certaines choses Alors, il y a 3 types de forces, globalement. Il y a les forces conventionnelles, classiques, que tout le monde connaît. C'est-à-dire, par exemple, les appelés, imaginons à la fin de leur service, qui partent, l'armée régulière qui part en mission. Tous les régiments de l'armée française, D'accord. globalement. Bon. Il y a les forces spéciales dont je viens de parler, donc le régiment de l'armée française, globalement 100 000 hommes. Bon. Les forces spéciales, armée de terre, hein. Les forces spéciales, un peu moins de 3 000 hommes. D'accord. Donc ça, ces forces spéciales, elles sont faites pour mener des opérations qui sont des opérations militaires, qui sont des opérations qui sont totalement assumées par le gouvernement et qui ne sont pas clandestines, qui ne sont pas secrètes. Elles peuvent être discrètes. On ne fait pas de communication dessus, on ne dit pas où on va. Elles ne sont pas pour autant secrètes et clandestines. C'est-à-dire s'il y a un soldat là-bas qui a un problème, qui se fait capturer par l'ennemi, vous allez le reconnaître et Absolument. aller le chercher. Et à côté de ça, il y a les services secrets. Donc la DGSE. La DGSE, où là, je ne donnerai évidemment pas les effectifs de ces unités-là. Et ceux-là, en revanche, leur rôle, c'est de mener des opérations qui sont clandestines, qui sont secrètes et qui ne sont pas destinées à être dévoilées. Donc logiquement, si un de ces opérateurs-là est prisonnier sur le terrain, et ben, logiquement, on devrait faire en sorte qu'on ne puisse pas établir de lien entre lui et la France. Et donc toi, Moi, je suis entre les deux. Voilà. Les unités dont je parle et dont j'ai eu la chance de commander ces 2 dernières années, ce sont les forces spéciales, donc qui mènent des opérations militaires, commandées par le chef d'état-major des armées, et pour des choses qui sont totalement assumées par le gouvernement. Voilà. Et qui sont parfaitement conformes aux lois de la guerre. Oui, voilà. Ce qui n'est pas le cas du service action de la DGSE. Là, on est sur autre chose. Ou de la CIA, voilà. Tout ce genre de services-là, eux, c'est autre chose. C'est la guerre clandestine. Nous, c'est la guerre conventionnelle et de façon parfaitement reconnue, normée. Sous ton commandement, quel type d'actions ont été menées pour aider un peu nos auditeurs à se projeter sur quel est l'intérêt d'avoir ces troupes très mobiles? Je pense que la plupart des Français, si ce n'est tous les Français, ont suivi la mort de 2 opérateurs des commandos marines, donc qui ne sont pas de l'armée de terre, mais qui sont de la marine nationale. Donc les commandos Hubert, c'est ça? Oui, exactement. Qui sont morts en opération lors d'une libération d'otages. Donc il y avait des gens des commandos marines et il y avait également des gens de chez moi. C'était quand ça déjà? C'était il y a 1 an. Quand tu étais encore en poste? Oui, j'étais encore en poste. Et donc il y avait des gens de la marine nationale, donc du commando Hubert, des gens de chez moi, qui ont libéré donc, des otages. Voilà. Donc ça, je pense que tout le monde s'en souvient. Alors juste rappelle-moi le contexte de cette prise d'otages, c'était où ça? C'était au Sahel, donc en Afrique subsaharienne, où des mouvements djihadistes avaient pris en otage des Français et puis 2 étrangers. Voilà. Donc il y avait 4 otages qui ont été libérés à ce moment-là. Je pense que les gens ont suivi également dans les informations les derniers succès sur des leaders du mouvement djihadiste au Sahel qui ont été éliminés. Mais c'est pareil, ça, ce sont des opérations qui sont menées par les forces spéciales en principe. Voilà. Donc le but, c'est ça. Donc on est engagé au Levant, donc en Irak, où il y a eu la lutte contre Daesh, lutte contre le terrorisme, et puis au Mali et dans tout le reste du Sahel, dans les 5 pays autour du Mali, où là aussi les gens sont engagés dans le contre-terrorisme. Donc c'est beaucoup de missions de contre-terrorisme en ce moment. Mon travail à moi, c'est de préparer les forces spéciales pour les opérations. Et ensuite, donc quand il y a une mission qui se déclenche ou quand il y a une relève, les détachements que je prépare sont mis à disposition du commandement des opérations spéciales qui lui est à Paris. Moi j'étais à Pau, qui lui est à Paris, et c'est le commandement des opérations spéciales qui mène les opérations
qui conduit les opérations, qui les pilote. Moi, mon rôle, c'est d'entraîner les gens, de les recruter, de les former, de les entraîner, de les équiper, etc. Voilà. Donc, préparer les détachements et les préparer non seulement dans l'année, mais également préparer l'avenir sur les 20 ans, 30 ans qui viennent. L'un des travaux essentiels que j'ai mené pendant ces 2 ans, c'est de décrire un petit peu ce que seront les forces spéciales de l'armée de terre en 2030-2035 et de pouvoir définir les équipements dont on avait besoin, les hélicoptères dont on avait besoin, etc., l'infrastructure dont on a besoin, tout ce dont les forces spéciales auront besoin dans les 10-15 ans qui viennent. Pourquoi ? Parce que le développement d'un hélicoptère, c'est plus de 10 ans. Donc si on a besoin de quelque chose dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut le construire. Donc il faut le penser encore avant. Voilà. Donc c'est toutes ces affaires-là. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose qui est assez immédiat, qui est la préparation de la mission qui va partir dans 1 mois ou dans 2 mois, et également sur la préparation de l'avenir dans les 20 ans qui viennent, en imaginant ce dont on aura besoin comme drone, comme hélicoptère, comme bateau, comme armement, etc., etc. Alors ça peut être quoi le soldat du futur, sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que tu peux nous donner des pistes un peu sur voilà, peut-être à quoi ressemblera un soldat français ou des forces spéciales en l'occurrence dans 10, 20 ans? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions spécifiques, peut-être une manière de faire la guerre qui va changer aussi et du coup une formation différente de ces soldats? Il y aura sans doute des choses différentes sur le plan technique parce que les techniques vont évoluer, parce qu'en face, l'ennemi évolue, se modernise, accès à des techniques grâce à Internet auxquelles il n'avait pas accès il y a encore 20 ans. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des groupuscules qui sont capables d'acquérir des technologies extrêmement modernes qui autrefois étaient réservées aux États. Je vais prendre un exemple. Daesh, qui est donc le mouvement terroriste qui s'était emparé de toute une partie du territoire irakien et syrien. Donc c'est une milice qui avait quand même des chars, de l'artillerie. Enfin, c'est une milice solide. Hein. C'est une petite armée en fait. Ils étaient capables d'acheter sur Internet en moins d'1 semaine des drones, des grenades, d'équiper ces grenades sur les drones et de faire voler les drones et de lancer les grenades sur les soldats syriens, irakiens, français, ça a été britanniques. prouvé, vous avez pu voir, d'accord. Oui. Et sur le dark web Oui, complètement. Mais même un drone, on l'achète comme on veut, même pas sur le dark web. On se met sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, on cherche drone et puis on achète son drone sans aucun problème. N'importe qui peut acheter un drone aujourd'hui. Bon. C'est plus compliqué d'acheter une grenade de 40 mm, mais on y arrive quand même. Et là, c'est effectivement le dark web. Et donc, ces gens-là arrivent à bidouiller des engins qui sont extrêmement discrets, légers, et qui peuvent être assez efficaces. Et ça, autrefois, c'était juste pas possible. Et donc, il faut que nous, on arrive, et on est en permanence dans une course de vitesse contre ces gens-là, avec une difficulté par rapport à ces gens-là, c'est que nous, on a, et heureusement, une loi, une réglementation qui évite de faire n'importe quoi en France ou dans d'autres pays. C'est une démocratie, donc les militaires ne vont pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, donc tout ça est encadré par un processus d'acquisition des équipements qui est extrêmement contrôlé, et c'est bien normal. Et donc la difficulté, c'est arriver à respecter ces procédures-là qui sont indispensables pour pas que les armées fassent n'importe quoi, que les armées ou d'autres fassent n'importe quoi, mais arriver à évoluer suffisamment vite pour pouvoir lutter en permanence contre l'ennemi. Voilà, donc ça. Être à niveau en permanence. Voilà. Quand tu dis entraînement pour les forces spéciales, ça veut dire quoi en fait, entraînement? Enfin, typiquement par rapport à un régiment classique, les forces spéciales sont plus entraînées, sont mieux entraînées, sont entraînées comment? Oui, alors en fait, ce qui fait la différence entre des forces spéciales et des forces classiques, c'est essentiellement l'entraînement. En fait, le recrutement est quasiment le même. À partir du moment où les gens sont aptes physiquement et psychologiquement, puisqu'ils sont tous testés sur le plan psychologique, ils rentrent chez nous et à ce moment-là commence d'abord leur période de formation.
Ça dure combien de temps, ça ? Qui est entre 1 an et 1 an et demi la formation de base pour un soldat. Ce qui est beaucoup plus que dans un régiment classique. Et je parle juste de la formation de base. Et donc, c'est déjà la première différence entre les forces classiques et les forces spéciales, c'est ce temps de formation. On prend plus de temps parce qu'on apprend plus de choses. Et l'objectif est d'arriver à un résultat supérieur, donc à des gens qui sachent faire des choses que ne sait pas forcément faire le soldat classique au bout du même temps, à la fin de sa formation. Donc ça, c'est la première chose, c'est la formation initiale. La formation, globalement, elle est plus longue. Et deuxièmement, l'entraînement. L'entraînement, il est plus dense, il est plus fréquent. Il y a des contraintes auxquelles les forces spéciales ne sont pas soumises de façon à libérer du temps justement pour cet entraînement. Et c'est parce que les gens sont plus entraînés qu'ils arrivent à faire plus de choses. Je prendrai l'exemple des hélicoptères. Les hélicoptères des forces spéciales donc, qui sont fournis par un régiment qui est à Pau, les pilotes de ces hélicoptères-là font plus d'heures de vol par an que les pilotes du reste de l'armée de terre. Et c'est ce qui leur permet notamment de voler dans des espaces extrêmement restreints, en pleine nuit, dans une nuit qu'on appelle de niveau 5, c'est-à-dire où on ne voit absolument rien, avec des jumelles de vision nocturne, et en travaillant dans un mouchoir de poche avec 4-5 hélicoptères. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile qui n'est possible que parce qu'ils ont un niveau d'entraînement supérieur. Ils ne sont pas meilleurs que les autres au départ, mais le temps de formation initiale et l'entraînement qu'ils ont ensuite leur permet d'avoir un niveau qui est supérieur aux autres. Ça n'est que ça qui fait la différence entre les forces spéciales et les forces classiques. Et à la question, pourquoi on n'entraîne pas tout le monde de la même façon ? Parce que si on entraînait tout le monde de la même façon, ça coûterait beaucoup trop cher. Et là, on a 2600 hommes sur l'armée de terre qui en compte 100 000. Et donc, on arrive à faire ça pour 2600 hommes. On n'arriverait pas à faire ça pour 100 000 hommes. Ça coûte combien un soldat des forces spéciales à entraîner ? On a une idée de... Oui, alors j'ai un de mes officiers qui est le patron de l'Académie des forces spéciales qui avait évalué ça à 1 million d'euros. Donc par an ou sur tout le parcours ? Sur tout le parcours. Voilà, la formation, l'entraînement, etc., c'est 1 million d'euros. Je suis incapable de chiffrer ça précisément, mais je lui fais confiance, puisque lui a dû passer un petit peu de temps pour ça. Et voilà, globalement, c'est 1 million d'euros. Maintenant, c'est à mon avis pas comme ça qu'on peut raisonner, parce que d'abord, un soldat, c'est d'abord un homme ou une femme, et ça n'a pas de prix. Et d'abord parce que c'est un être humain et donc ça n'a pas de prix en soi. Et puis ensuite, l'investissement en coût, en temps, en énergie, etc., c'est pas remplaçable. Donc je suis toujours un peu gêné quand on me demande combien ça coûte un soldat des forces spéciales. Mais en tout cas, mais ce qu'on peut dire, c'est combien coûte la formation d'un soldat des forces spéciales. Voilà, simplement pour comprendre. Et du coup, dans cette sélection, tu me parlais tout à l'heure de... on regarde un peu le profil psychologique. Qu'est-ce qui fait la différence entre un soldat qui peut aller dans les forces spéciales ou pas ? Comment vous évaluez ça ? Ce qui est important, c'est deux choses. La première, sur le plan psychologique, la première, c'est l'aptitude à travailler en petites équipes et à prendre des initiatives. Et donc la compatibilité de celui qui s'engage avec le reste du groupe. Bon, ça, c'est essentiel. L'aptitude à travailler en petits détachements, isolé, etc. C'est quand même assez particulier. Et puis la deuxième chose, c'est la stabilité psychologique pour éviter que la répétition des opérations dans des conditions extrêmement difficiles, qui a forcément un impact psychologique, que celui qui s'engage ait une base psychologique suffisamment solide. Pas péter un plomb et faire n'importe quoi sur une mission. D'accord. Donc l'objectif, c'est ça. Mais on a, par exemple, sur le premier objectif, voir si effectivement les gens sont capables de travailler en petites unités, etc. On a un petit peu la même chose chez les sous-mariniers, qui vivent pendant longtemps dans un espace confiné, voilà, donc qui ont besoin de critères et de critères psychologiques particuliers. Profil psychologique.
pas forcément dessus, mais voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est un, la capacité à vivre en petites équipes de façon isolée, et puis deux, une certaine résistance psychologique, même si ça c'est la sélection, et puis ensuite tout au long de leur carrière ils sont suivis sur le plan psychologique, avec une préparation avant de partir en mission, avec un débriefing au retour de mission, voilà, parce que ce sont des métiers difficiles, et donc l'aspect psychologique est essentiel. Et du coup, parfois cette image qu'on peut avoir des forces spéciales issues des films américains principalement, où on envoie des têtes brûlées, tout bousillées, comme ça. Est-ce que, voilà, quand vous recrutez des profils, est-ce que ces gens qui ont ce profil-là un peu bourru, etc., est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les forces spéciales ou pas du tout? Pas du tout, c'est même l'inverse. Alors ça, c'est le cinéma hollywoodien, mais les soldats des forces spéciales américaines qu'on connaît bien, puisqu'on travaille beaucoup avec eux, moi j'ai été les voir chez eux aux États-Unis, c'est pareil, ils sont loin de l'image d'Épinal qui est véhiculée par Hollywood. Les nôtres, en tout cas, un soldat des forces spéciales dans l'armée de terre, c'est quoi? C'est globalement un homme, puisqu'on n'a que 6% de femmes, même pas 4%. Il y a quand même des femmes dans les forces spéciales. Et on a fait d'ailleurs un reportage avec Dorothée Olyric de France 2 sur les femmes dans les forces spéciales de l'armée de terre, parce qu'on recrute. Donc c'est généralement un homme, 33 ans, 10 ans de service, 10 missions. Et la plupart du temps marié ou en couple, pareil. Bon. Donc c'est quelqu'un qui est très mûr, qui est posé, qui a une stabilité, qui a une vraie stabilité, parce que quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui est incontrôlable. Voilà, donc c'est tout sauf les images sauf l'image et les clichés du cinéma hollywoodien. Et une opération spéciale et un engagement des forces spéciales, on le voit par exemple dans les exercices de tir qu'on fait sur des entraînements ou libération d'otages, etc., c'est très peu de munitions tirées. D'accord. Parce que les munitions, elles font but, et donc il y en a peu qui sont tirées. Donc c'est pas du tout des bombes qui pètent partout, etc. C'est exactement l'inverse, c'est quelque chose de très millimétré, de très mesuré. Je parlais tout à l'heure de l'opération de libération d'otages. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tiré? Parce qu'il y avait des otages. Et donc si on tire, on risque de tuer les otages. Donc c'est toujours un contrôle extrêmement précis et absolu de l'usage de la force. Donc c'est pas du tout les Rambo. Et on ne recrute pas de Rambo. Nous, j'ai souvent dit ça, notamment dans la presse, on ne recrute pas de Rambo, nous. On n'a pas besoin de Rambo. On a besoin de gens normaux, bien dans leur tête, autonomes, le plus mûrs possible, qui sachent exactement ce qu'ils veulent faire, et on va les former. Et on a le temps pour les former. Les gens, ils restent 20 ans chez nous, en moyenne. On prend un peu de recul par rapport à ton parcours après, donc tu as fait pas mal de choses, tu as mis en place notamment la GPEC, tu m'avais dit. Ah oui, la gestion gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est ce qu'on a mis en place effectivement au sein des forces spéciales pour sélectionner les hauts potentiels, donc les gens qui termineront généraux, sélectionner les hauts potentiels, les orienter, voir quel parcours il faut qu'ils puissent suivre, dans quel domaine on pourra les employer, etc. Ça, c'est des pratiques RH que vous avez. Oui. Dans l'ensemble de l'armée de terre, hein. Il n'y a pas que dans les forces spéciales, mais dans l'ensemble de l'armée de terre, on fait ça. Donc moi, j'en étais chargé pour les forces spéciales. Ça, c'est extrêmement intéressant. Oui. Extrêmement intéressant. Et est-ce que tu sens que c'est un vrai apport peut-être aujourd'hui sur que ce soit sur le bien-être des soldats ou sur leur montée en compétences ou... Alors ça, c'est intéressant pour deux choses. D'abord, ça donne de la visibilité aux gens, c'est-à-dire qu'ils savent à quelle sauce ils vont être mangés. Ce n'est pas une science exacte. On ne va pas leur dire dans 10 ans ou dans 15 ans vous serez à tel poste ou vous ferez telle chose. Mais on leur présente un panel de possibilités d'évolution de leur carrière dans les 10 ans, à peu près 10 ans. Comment on informe que voilà, voilà. de ce que tu fais 10 ans, 15 ans, voilà le potentiel. Pas plus ou pas
Voilà le potentiel, voilà le potentiel et voilà les domaines d'emploi dans lesquels tu pourrais servir. Et bon, voilà. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est donner de l'éclairage et donner de la visibilité des parcours professionnels aux intéressés. Le deuxième, c'est que nous, on puisse faire de la prévision sur, attention, dans 10 ans, on n'aura personne pour faire ça ou ça. Donc il faut qu'on l'identifie et il faut qu'on le forme. Et deux, attention, là, on n'en a qu'un. Si jamais il décide de partir parce qu'on lui propose un boulot dans le civil qui l'intéresse, parce que son conjoint ou son épouse dit moi j'en ai marre, je ne veux plus bouger, je reste là, parce que, bref, les hasards de la vie, X raisons, et qui dit je m'en vais, et on n'a plus personne. Et donc il faut qu'on puisse planifier et préparer les gens pour occuper les postes dont on aura besoin dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. D'accord. Alors, autre sujet, on va parler un peu technique entre guillemets. Et tu me parlais notamment de la guerre un peu du futur, du soldat du futur des forces spéciales. Est-ce que le cyber, justement, on parlait de la préparation des forces spéciales, est-ce que le cyber, c'est quelque chose aussi qui rentre dans la formation aujourd'hui des forces spéciales? Est-ce qu'il y a des experts? Comment ça se concrétise? La réponse est oui. D'accord, donc la réponse est tu veux pas m'en dire plus. Mais oui, bien sûr que ça fait partie, le cyber, qui soit offensif, défensif, c'est aujourd'hui un élément incontournable des guerres modernes. Donc bien sûr, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe au Levant, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe au Levant? Au Levant, il y a sur les réseaux sociaux tout un tas de désinformations, d'informations, de propagande qui sont menées par les djihadistes, par Daesh. On commence à voir apparaître des choses similaires en Afrique. En Ukraine, les Russes ont quand même été les champions du monde de ce qu'on a appelé la guerre hybride, c'est-à-dire un mélange de guerre classique, de guerre cybernétique, de désinformation, etc. Donc voilà, oui, c'est un élément essentiel des guerres modernes. Donc bien sûr qu'on y prépare nos opérateurs comme l'ensemble des armées d'ailleurs. D'accord, donc même dans les forces spéciales, vous avez peut-être, sur une équipe qui part, il y a peut-être, entre guillemets, un expert cyber qui peut intervenir pour hacker un Wi-Fi ou je ne sais quoi. Peut-être. D'accord, ok, très bien. Mais, avec tout ce parcours, toutes ces expériences et surtout ces expériences en termes de management, je voulais revenir sur la notion de leadership. Tu en parlais notamment avec l'école de la guerre. C'est quoi? Alors, je te demande pas je te demande pas la définition qu'on t'a appris à l'école de la guerre, mais avec toutes ces années d'expérience sur le terrain, au contact d'hommes et de femmes, quelle définition toi tu te fais aujourd'hui d'un bon leader? C'est une question qui est pas très simple, à laquelle il n'est pas forcément très simple de répondre, parce qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de résumer en 2 mots. Ceci étant, si j'avais un peu préparé, voilà, si j'avais un peu préparé, ça sortirait de façon plus intelligente. Ah bah non, on est en live, désolé. Non, je pense que un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de regrouper autour de lui ou autour d'un projet des gens qu'on lui a confiés et pas forcément des gens qu'il a choisis lui. Autrement dit, c'est d'être capable de regrouper toute une équipe. Oui, c'est ça. Être capable de regrouper tous les gens qui sont à sa disposition pour bosser sur un projet, autour d'un projet, autour d'une idée, autour de quelque chose, de les faire adhérer et de les amener vers la réalisation de ce projet. Oui, donc c'est pas forcément, voilà, comme je sais pas, moi je dis par exemple un commercial qui recrute lui-même ses commerciaux, il a son équipe, peut-être faite à son image. Là dans l'armée, c'est plus facile. C'est plus facile. Ouais. Mais dans les entreprises privées, on ne choisit pas ses collaborateurs. Il y en a qu'on peut choisir, mais on ne les choisit pas tous. Voilà, certaines fois oui, certaines fois non. Alors c'est vrai que l'avantage du privé par rapport au public, c'est que le privé, quand ça ne va pas, on peut partir. Le public, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout. Et donc je pense que dans une entreprise privée comme dans une entreprise publique,
la capacité, le bon leader, entre guillemets, c'est effectivement celui qui va être capable de faire adhérer tout le monde autour du projet qu'il a à mener, ou autour de son projet, que ce soit le sien ou celui qui lui a été confié, peu importe, et de faire adhérer les gens et de sortir le maximum possible des gens qu'il a sous sa responsabilité. Je dis souvent dans mes conférences que ce qui compte, c'est d'être capable de gérer l'incompétence. Parce que c'est facile de travailler avec des gens qui sont intelligents, motivés, travailleurs. Ça, tout le monde peut faire ça. C'est vachement simple. Gérer l'employé parfait, par exemple. Ah bah oui, ça c'est quand même facile, ça. Honnêtement. Bon. Mais être capable de réussir des choses avec des gens qui ne sont pas forcément très motivés au départ, pas forcément très compétents ou pas forcément très intelligents, tout le monde n'a pas fait Polytechnique. Hein. Bon. Il n'empêche que ces gens-là, ils ont tous de la valeur. Donc être capable de reconnaître, d'identifier les valeurs et les compétences de ces gens-là pour s'appuyer dessus et les faire avancer. Et à mon avis, c'est ça qui est important. Donc, c'est un de mes chefs de corps qui me disait ça, qui me disait commander, c'est gérer les incompétences. Et ça m'est resté. Et je pense que c'est très vrai. Et c'est là où est le vrai travail en fait de leadership, enfin de management en tout cas. Oui, il y a ça. Donc c'est arriver à tirer la substantifique moelle des gens qu'on a avec nous, et puis la capacité à les faire adhérer au projet qu'on a. C'est deux choses différentes. Alors ça justement, est-ce que tu as eu des exemples, tu as un exemple peut-être de technique, de méthode que tu as utilisé pour essayer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour essayer de tirer meilleure partie de son équipe et gérer effectivement les incompétences comme tu dis. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses simples qu'un manager peut faire au sein de son équipe? Alors, des choses que tu as faites? Ce ne sont pas forcément des techniques, mais ce sont effectivement des façons d'être ou des principes. Oui, exactement. Ce sont des principes et des façons d'être. Après, le leadership et le management, c'est tellement lié à la personne, à l'individu, à ses compétences, à sa façon d'être, qu'il n'y a évidemment pas de règles préétablies. Quelques idées comme ça qui me viennent rapidement. Un, l'attention aux autres. L'attention aux autres, pour moi, c'est la clé. C'est vraiment ce qui compte le plus. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est si j'ai quelqu'un en difficulté, faire attention, attacher de l'importance aux collaborateurs, à nos collaborateurs, mais attacher de l'importance, de la vraie importance. Faire attention à eux. Et estimer que les collaborateurs qu'on a sont importants. Ils sont effectivement importants. Il m'est arrivé de faire des conférences pour des maisons de luxe et je disais aux responsables commerciaux, c'est celui qui vend qui compte parce que c'est lui qui va vendre aux clients. C'est pas le manager, c'est pas le responsable local, c'est celui qui vend. Et c'est sans doute la personne qui est le moins diplômée, mais c'est lui qui est au contact du client. Donc c'est lui qui compte. C'est comme chez nous, c'est les soldats qui comptent. Parce que c'est les soldats qui, à la fin des fins, vont sur le terrain et remplissent la mission, etc. Donc ce sont ces gens-là qui comptent. Et donc, il faut attacher de l'importance à ces gens-là, parce que ce que ces gens-là font est au moins aussi important que ce que nous, les dirigeants, faisons. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, une première chose. De barrière à l'importance de son équipe. Considérer que nos collaborateurs sont aussi importants que nous le sommes. Peu importe le niveau. La deuxième chose, c'est expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire en tant que manager? Expliquer ce qu'on fait, si on a un projet, si on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Où est-ce qu'on va? Bon. Donc là, on parle de quoi? De vision, par exemple? Oui, complètement. Donc, si on a décidé, quand j'ai pris mon commandement dans les forces spéciales, je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir les gens en Irak, en Syrie, au Burkina Faso, au Mali. Je suis allé les voir et j'ai discuté avec eux. Je suis allé voir les soldats, et j'ai discuté avec eux pour essayer de comprendre quels étaient leurs problèmes, comment ils vivaient ça. Voilà. Et j'en suis revenu avec un certain nombre d'idées qui m'ont guidé pendant les 2 ans et que les mois suivants n'ont fait que confirmer. Bon. Ça, à mon avis, c'est essentiel. C'est
plus on monte dans la hiérarchie et plus il faut faire l'effort d'aller voir en bas comment ça se passe. Pour pas être déconnecté de la, Pas être la déconnecté. réalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc ça permet de bien connaître la situation et pas faire confiance aux canaux d'information qui remontent en disant tout se passe bien, Madame la Marquise. Non, il faut aller voir en bas comment ça se passe. 1. 2. Donc quand je suis revenu avec ça, j'ai fait un plan d'action en disant voilà ce que je souhaite faire dans les 2 ans qui viennent. Et après, il faut le vendre, ce plan d'action, il faut le communiquer et il faut que les gens adhèrent à ce projet-là. Et à chaque fois qu'on prend des décisions, elles ne sont évidemment pas toujours immédiatement populaires, et c'est normal. Bon. On n'est pas là pour être populaire, on est là pour faire fonctionner une boutique. Bon. Mais si on explique pourquoi on fait, quel est le projet, vers quoi on va et pourquoi on prend telle et telle décision, à ce moment-là, effectivement, on peut faire adhérer les gens qui, au départ, n'ont pas forcément envie d'adhérer. Bon, voilà déjà trois idées qui me paraissent essentielles. Une autre, c'est donner des responsabilités, c'est déléguer, c'est la subsidiarité. Il y a une expression qu'on emploie dans l'armée, c'est le caporalisme. C'est-à-dire c'est l'officier qui va faire le travail du caporal, donc c'est le patron qui va aller voir l'ouvrier, qui va lui dire il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Mais chacun son boulot. Chacun son boulot. Les gens sont formés pour faire leur travail, ils le font à leur niveau, et leur niveau, en général, ils le font bien. Donc, ce n'est pas la peine de descendre, faire du micromanagement. D'accord, donc d'aller vérifier toutes les tâches une Voilà. par une, etc. Le micromanagement, c'est la mort, c'est le contraire de la subsidiarité, et c'est la mort de l'initiative. Parce que si on est en permanence sur le dos de ses collaborateurs, eh ben, ils ne prendront aucune initiative, puisque ce n'est pas la peine, le boss, il vient voir tout ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'est important. Subsidiarité, responsabilisation des niveaux subordonnés, de façon à ce qu'on puisse développer l'initiative. Et je reviens sur accorder de l'importance aux collaborateurs. Si on met de la subsidiarité, qu'on responsabilise les gens et qu'on leur accorde de l'importance, à ce moment-là, les gens vont faire remonter des propositions d'innovation. Parce qu'ils vont se heurter à un certain nombre de choses, ils vont avoir un certain nombre d'idées, c'est eux qui vont avoir les idées les premiers. Dans un processus bottom-up, qui est souvent, pas toujours, mais souvent le meilleur pour l'innovation. Ils vont faire remonter un certain nombre de propositions, et ils vont le faire remonter parce qu'ils auront confiance, parce que, c'est eux qui connaissent leur job, la subsidiarité fait qu'ils savent qu'on leur laisse une certaine marge d'initiative, et 2, comme on leur accorde de l'importance, ils vont être écoutés. Et donc ça génère des capacités d'innovation. On va bientôt devoir terminer parce que tu as un emploi du temps chargé malgré que tu sois à la retraite. Toi, avec donc, toute cette carrière professionnelle au sein de l'armée, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux jeunes générations, peu importe que ce soit ceux qui veulent intégrer l'armée ou autres, est-ce que tu as un peu une leçon de vie de toute cette carrière, une chose importante que tu auras appris cette carrière et quelque chose que tu auras envie de partager avec le Thierry Ducret qui, imaginons, qui a 20 ans est en face de toi? Je pense que pour réussir, il y a 3 qualités essentielles. Le travail et le travail. Et ben, au moins c'est clair. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, et ça rejoint un peu la première, c'est on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts. Quand je parle du travail, tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent. Dans l'armée, dans le showbiz, dans le cinéma, dans tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a qu'à regarder les musiciens, tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent. Sauf cas exceptionnel, mais tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent. Et le deuxième point, c'est faire des efforts. Pas forcément des efforts physiques, etc. Faire des efforts et accepter des sacrifices. La vie, elle est faite de sacrifices. Quand on a fait un choix, il faut l'assumer. Moi, je suis marié depuis bientôt 40 ans. J'ai toujours la même femme. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais voilà. Il se trouve que dans ma famille, il y a beaucoup de divorcés. Beaucoup. Et je pense qu'il faut, être capable de faire des concessions, de faire des efforts. Voilà. Je pense que ça, c'est essentiel. Le travail pour réussir dans la vie. Et puis la capacité à faire des concessions, à faire des sacrifices et accepter que on n'est pas carpe diem, c'est une belle devise, mais de temps en temps il faut faire des efforts.
D'accord. Bon, super. Ben écoute, merci beaucoup Thierry pour cet éclairage sur ta carrière, tes expériences. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois là pour ce premier podcast. Il y en aura d'autres avec d'autres invités. Donc ce podcast, on va le mettre sur Internet. Il sera disponible donc le profil de Thierry Ducret, sur notre site internet, donc wechamp-du6 entreprise.co. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous êtes encore là, eh bien, c'est que ce premier épisode a dû vous plaire. Alors soutenez-nous en nous mettant un petit like et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. On vous en sera très reconnaissant. À très bientôt. Au revoir.